Ok, donc on va recommencer. On va parler à propos des controverses en pathologie cardiovasculaire. Et moi, je suis Dr Sukkar, cardiologue international. Je suis avec professeur Umeti. Et le premier topic, c'est anti-agrégant plaquettaire en prévention primaire, pour et contre. Antiplatelets in primary prevention, yes or no, avec Dr Laroche et professeur Aboyan. Merci. Bien, merci. Donc, j'ouvre le débat. Alors, je suis pour, théoriquement. Voilà. Aspirine en prévention primaire. Vous savez que l'aspirine, c'est le couteau suisse de la médecine. Il y a tellement d'indications. Et donc, en prévention primaire, vu ce qui s'est passé depuis quelques années, tout a été remis en question, mais je reste pour dans certains cas. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, j'ai repris ce papier qui a été publié dans le SC récemment. Les 3 choses importantes lorsqu'on fait de la prévention, vous voyez, c'est d'avoir un traitement, de contrôler la pollution, l'environnement et avoir une bonne hygiène de vie. Alors, jusqu'à présent, on était formaté par l'aspirine, puisque tout patient, lorsque l'on passait, lorsqu'on parlait de prévention primaire ou secondaire, ça passait par l'aspirine. Alors, comme on habite en Europe et que vous voyez que les pays verts, c'est à bas risque, finalement, moi j'habite en métropole, eh bien je peux considérer que je suis dans un pays à très bas risque et effectivement, il ne faut pas d'aspirine. On est d'accord. Alors la prévention primaire, ça a déjà été rappelé plusieurs fois, c'est défini comme l'ensemble des actes destinés à diminuer l'incidence d'une maladie, donc à réduire l'apparition de nouveaux cas. Et en agissant en amont, la prévention primaire empêche ou retarde l'apparition d'une maladie. Donc ça rentre dans le cadre de l'éducation pour la santé, la nutrition et l'amélioration de l'environnement. Donc mieux vaut prévenir que guérir ou opérer. Donc cette diapo, Victor nous l'a passée, donc je la repasse. La prévention primaire, il va vous en parler, ou la prévention primo-secondaire, puis la prévention tertiaire. Donc ce qui nous concerne, c'est la prévention primaire. Et le problème de la prévention primaire, c'est ça. Donc à gauche, vous proposez des comprimés au patient, voire lui dilater une artère, de l'opérer, il est d'accord. Changer de vie, parce que la base de la prévention primaire, c'est changer de vie. Changer de vie, voilà le résultat. Donc il y a une importance actuellement de la décision partagée pour la prévention primaire de l'athérothrombose et par rapport à la prévention secondaire. Les preuves scientifiques et les recommandations sont la base de notre raisonnement, puis nous devons prendre en compte les préférences du patient. Et c'est à l'intersection que se trouve la décision. Et la décision, vous allez voir, aujourd'hui, c'est un peu exit l'évidence base médecine, c'est la personnalisation. Donc le patient au centre de l'action. Les dernières recommandations sur le contrôle des facteurs de risque le notent très bien, vous voyez, traitement personnalisé. Alors, la saga de l'aspirine, ça a commencé, ça existe depuis 30 ans. Les premières indications, c'était en 88 sur l'aspirine. Et puis là, récemment, il y a 2 ou 3 ans, 3 études sont apparues qui ont mis un peu la pagaille. Donc aujourd'hui, 3 études arrivent, négatives, Asprey, négative, Ascend, faible bénéfice chez diabétiques, lissé par plus de saignements. Donc, suite à ces 3 études, on nous a dit, finalement, la prévention primaire par de l'aspirine peut être nocive par l'augmentation du risque hémorragique et une prévention qui n'est pas si importante que ça. Le risque hémorragique, on sait le contrôler, donc vous le savez. Chaque fois que vous prescrivez de toute façon un médicament, que ce soit de l'aspirine banale ou n'importe quoi, vous êtes confronté à tous ces facteurs-là. Alors, que disait l'ACC en 2019 ? Donc, pas une recommandation forte, une dose faible d'aspirine, 75 à 100 mg, peut être considérée en prévention primaire chez des patients sélectionnés entre 40 et 70 ans et qui sont à un haut risque cardiovasculaire. Par contre, dans les autres cas, la dose d'aspirine n'est pas nécessaire. Ensuite, il y a le diabète, qui est une particularité différente, ESC 2019. Vous voyez que les patients qui ont un diabète et qui sont à haut ou très haut risque, en prévention primaire, l'aspirine peut être considérée. En fait, les recommandations prévention primaire, on doit les moduler par le risque cardiovasculaire, les nouveaux scores 2, score 2 OP chez CGHG, le score ABS sur le compte des plaques carotidiennes périphériques et fémorales et aortiques, sur éventuellement le CAC, le risque hémorragique et sans oublier le risque rénal.
Le risque est important en fonction de l'âge, et donc quelqu'un entre 50 et 69 ans, le risque devient significatif s'il est entre 5 et 10%, voire supérieur à 10%. Et un autre point important est l'absence d'échelle validée pour estimer le risque de saignement associé à l'aspirine, qui reste cependant un effet secondaire majeur. ESC 2021, en prévention primaire, c'est non, donc on va aller vite. Mais en fait, le scoop, c'est celui-là, c'est 12 octobre 2021, l'US Preventive Service Task Force. C'est un groupe de travail américain qui est indépendant avec des experts nationaux. Voilà ce qu'il nous le dit, que premièrement, l'aspirine, selon ses recommandations, pour les adultes de plus de 60 ans, c'est non. En fait, si on lit le texte, là, vous pouvez pas lire, mais je l'agrandis. Adultes âgés de 50 à 59 ans, ils introduisent la prévention du cancer colique avec la prévention primaire cardiovasculaire. Et donc, dans cette population 50-59 ans avec un risque cardiovasculaire de 10% ou plus sur 10 ans, l'aspirine pourrait être prescrit. Par contre, pour les adultes âgés de 60 à 69 ans, présentant un risque cardiovasculaire de 10% à plus de 10 ans, non. Et puis, lorsque vous avez moins de 50 ans et plus de 70 ans, c'est inutile. Donc en fait, le message actuel, c'est à votre bon cœur, puisque si vous lisez ce texte que vous allez avoir, on vous dit bien, demandez au patient s'il est d'accord de prendre l'aspirine. Donc, comment on va faire ? La première solution, vous arrêtez un traitement par aspirine parce que vous pensez qu'il n'est pas justifié, puisque le risque cardiovasculaire est inférieur à 7,5. Le risque est supérieur à 10%, et plus un haut risque de cancer colique, vous maintenez. Et pour la deuxième catégorie, c'est en fonction de ce risque supérieur à 10%. Il ne faut pas totalement abandonner l'aspirine. La checklist, on l'a faite il y a 2 jours. Donc, vous évaluez... J'ai fini. Vous évaluez le risque cardiovasculaire entre 1 et 5% aspirine et statine non, entre 5 et 10% aspirine et statine à discuter, en modulant avec 2 autres scores. Et le score supérieur à 10%, théoriquement, on devrait donner de l'aspirine. Et je termine par ceci, c'est la COP26. C'est très simple pour choisir la prévention, c'est le tri sélectif. Et si vous êtes aussi doué que madame, vous allez pouvoir donner le bon médicament au bon patient. Je vous remercie. Comme message. Regardez, la première chose, c'est que le temps est venu d'apprendre comment donner aux patients des moyens de s'auto-prescrire des thérapies, peut-être demain. En sont-ils capables? Personnalisation de la prévention primaire. Et n'oublions pas qu'au milieu de ces atermoiements, il y a un patient qui ne comprend pas la proposition d'arrêter l'aspirine que nous avons prescrit il y a 10 ans, et celui qui ne comprend pas qu'on ne lui prescrive pas l'aspirine, le médicament qui sauve la vie, parce qu'il a des facteurs de risque. Donc, dans l'inconscient des patients, la population, l'aspirine reste un médicament efficace. La solution, c'est repérer les patients à surrisque cardiovasculaire, et eux méritent de l'aspirine par une bonne information, éducation. Et puis voilà, donc on ne peut être d'accord qu'avec Victor. Donc on continuera cette discussion ce soir. Voilà. Merci. Merci. On remarquera qu'il y avait qu'un non-fumeur dans la slide. C'est juste pour commencer. Alors, je veux bien commencer. Donc, non, c'est pas comme ça qu'il faut commencer. Voilà. Donc, voilà. D'abord, pour dire que non, je suis celui qui doit jouer le rôle du non pour l'aspirine en prévention primaire. Voici mes conflits d'intérêts. Alors, j'ai un conflit d'intérêt au-delà de tout cela, je vous l'avoue, c'est que parfois je consomme l'aspirine, mais uniquement quand j'ai mal à la tête. Alors, moi, j'ai pas besoin de 6 minutes, en fait, mes chers modérateurs. J'ai besoin que d'une slide et 60 secondes. Cette diapo résume la situation. Vous avez l'ensemble des essais qui sont en rouge, qui n'ont pas prouvé que l'aspirine réduisait les événements cardiovasculaires, en tout cas les MACE. Et 2 études qui ont montré une certaine positivité, l'étude HOT et l'étude ASCEND. Alors, venons sur le premier essai, l'étude de British Physicians en 88, qui en fait prétendait être positif à ce moment-là. Mais si on regarde bien la survenue des infarctus, alors à l'époque, l'infarctus n'était pas défini comme maintenant, c'était confirmé au possible. Il y avait quasiment aucune différence, voire peut-être un peu plus de possible dans le groupe aspirine. Quand on regarde pour les AVC, il y en avait un peu plus dans le groupe aspirine, surprenant, mais c'est la réalité des choses. Et en fait, ce qui était vraiment très favorable pour l'aspirine, c'était les AIT. Il y a moins d'AIT quand on prend de l'aspirine. Maintenant, il faut peser le pour, le contre du poids d'un AIT dans la vie de patient par rapport à la survenue d'un AVC ou d'un infarctus ou d'un saignement hémorragique majeur.
Alors revenons sur ces deux études positives, l'étude HOT qui en fait montrait qu'il y avait plus d'infarctus silencieux dans aspirine versus non-aspirine, et en fait ils avaient décidé de ne pas mettre ce critère-là parce que ça se faisait pas, et donc si on rajoutait ce critère-là au MACE, l'étude était du coup devenue négative. L'autre étude, c'est l'étude ASCEND, qui en fait ils ont, au fur et à mesure de l'étude, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez de puissance pour montrer une différence, et donc ils ont changé un petit peu, ils ont prolongé l'étude et ils ont augmenté la taille de l'étude. Donc s'il faut 100 000 patients dans une étude pour montrer une petite différence, vous comprenez que la pertinence clinique n'y est pas, et dans aucun de ces deux cas, vraiment, il y avait de résultats significatifs dans ce qu'on appelle le MACE, c'est-à-dire la mortalité cardiovasculaire, infarctus et AVC. Alors, il y a une notion aussi qui est importante dans toutes ces études, c'est qu'il y a des études anciennes, des études récentes. La méta-analyse qui faisait les études anciennes avant 2000, effectivement, toutes les études sont un petit peu vers la gauche, donc effectivement, quand on les met tous ensemble, on a une significativité, réduction de 22%. Par contre, quand on prend les études d'après l'an 2000, on voit que on touche la ligne de 1 et on n'est plus franchement significatif. Alors pourquoi? C'est important, vous voyez dans ce bel article qui montrait de la montée et la descente de l'aspirine dans la prévention primaire. En fait, le profil des patients a beaucoup changé. On ne peut plus regarder les études des années 80 et tirer des conclusions en 2020. Les patients aujourd'hui sont un peu moins fumeurs. Ils ont une tension artérielle en moyenne qui était moindre dans les essais. Le diabète, par contre, il y en avait beaucoup plus qu'initialement. Ils étaient plus gros, d'au moins 1 kg par mètre carré. Le cholestérol était mieux traité. Le taux de prescription de statine était beaucoup plus important. Donc le profil des patients est différent. On a d'autres moyens de réduire le risque cardiovasculaire chez ces patients en prévention primaire, ce qui fait que la valeur ajoutée de l'aspirine n'est plus du tout la même que quand on n'avait que ça à leur proposer. Alors revenons à ces études et parlons un peu de ces études récentes qui ont été faites il y a 3 ans, ASPRI, ASCEND et EURIVE, qui ressemblent plus à nos patients d'aujourd'hui. L'étude EURIVE, c'était des patients de plus de 55 ans ou des femmes de plus de 60 ans qui avaient certains facteurs de risque, c'était pas dénué de facteurs de risque. Et évidemment, on avait déjà exclu d'emblée les patients qui étaient à haut risque de saignement. Voyons, je vais en venir. Et quand on regarde le résultat, les résultats en termes de critères primaires, de MACE, il n'y a aucune différence entre ces deux branches. La mortalité cardiovasculaire ne change pas. Le seul moment où les courbes se séparent vraiment, c'est quand il y a un saignement gastro-intestinal. Ensuite, l'étude ASPRI qui était faite chez les sujets âgés de plus de 70 ans. Donc, on se dit, tiens, peut-être c'est des patients plus à risque. Et c'était intéressant parce qu'ils regardaient comme critères de jugement mortalité, démence et handicap physique. Et quand on regarde encore, les courbes se surimposent sur le risque cardiovasculaire, mais ils se séparent sur le critère hémorragique. Alors, je savais que tu allais parler, Jean-Pierre, de cancer. En tout cas, dans la courbe A ici, vous voyez qu'il y a même un peu plus de décès par cancer dans l'aspirine que placebo, donc je ne sais pas vraiment quoi penser de cette histoire de cancer de côlon, mais je ne suis pas un spécialiste. Et enfin, l'étude ASCEND, qui était une des dernières études, patients diabétiques en prévention primaire. Critères primaires, c'était les MACE aussi. Et effectivement, on avait une petite tendance à une amélioration des événements, mais surtout, celui qui tirait le bénéfice, une fois de plus, c'était les AIT. Les AIT qui deviennent ici significatifs par rapport aux autres événements. Donc, d'une part, on réduit un peu les AIT, et d'autre part, on fait saigner un peu plus. Donc, d'accord, j'y vais plus vite. Il faut 333 patients pour éviter un infarctus, et encore dans les études récentes, ce n'est pas significatif. Il faut 250 patients à traiter pour créer un accident hémorragique. Faites vos comptes. La mortalité, elle n'est pas réduite par la prescription d'aspirine. Les saignements majeurs, par contre, franche augmentation de plus de 47%. Alors, bon, mais j'ai plus le temps. Alors, mais deux éléments, c'est les patients qui sont asymptomatiques avec des lésions infracliniques, l'IPS bas, inférieur à 0,95 dans cet essai. Vous voyez, les deux courbes sont superposées, aucun intérêt pour l'aspirine. Chez les patients diabétiques avec une artériopathie asymptomatique, l'étude Popadad, que ce soit en bleu tous les événements ou en rouge la mortalité, les deux courbes sont kiff-kiff, ils se touchent, il n'y a pas de différence. C'est pour ça que dans les recommandations, en rouge, il n'y a pas lieu de prescrire en prévention primaire dans de l'aspirine
l'aspirine, notamment quand il y a une atteinte asymptomatique. Et puis une petite chose très intéressante, c'est de vous dire que je fais vite, que en fait, il y a c'est une étude de population qui a regardé les plaques carotidiennes et qui a fait des IRM quand il y avait des plaques. L'hémorragie intraplaque était beaucoup plus fréquente quand il y avait de l'aspirine. Donc il n'est pas impossible que parfois on soit même délétère sur le plan ischémique quand on prescrit de l'aspirine. Voilà, j'ai conclu. Voilà, je l'ai mis. Merci. Jean-Pierre, tu veux pour répondre? Tes 30 secondes seront transformées en 6 minutes quand même. Hein. Quand on me donne quelque chose en général. Une question à propos de le calcium score avec Coroscan, des patients où le score dépasse 400. Vous avez dit ce matin que ces patients-là, peut-être, ce sont des gens qui peuvent avoir des avantages de prendre l'aspirine à ce moment-là, surtout s'ils sont diabétiques. Vous avez entièrement raison, on a forcé le trait, le pour et le contre, mais effectivement, aujourd'hui, on voit bien qu'avec le score calcique, c'est peut-être une méthode. On sait que quand le score calcique est supérieur à 100, le rapport bénéfice-risque, hémorragie ischémique, commence à devenir intéressant, et plus le score va augmenter, plus ce rapport est favorable. Donc effectivement, pour vous dire la réalité, il m'arrive de prescrire l'aspirine chez un patient qui a un score à 400, notamment les diabétiques. Jean-Pierre, tu as beaucoup insisté sur la personnalisation du traitement parce que je vois pas de main levée, donc je prends la parole. C'est quelque chose vers lequel on va tous, mais à condition que déjà tu as un effet global qui soit significatif, et puis après tu vas essayer de personnaliser et trouver les gens qui bénéficieraient le plus de cette stratégie. Mais quand au global tu as un résultat qui est un peu négatif, je suis un peu surpris de cette démarche. Mais quand on lit les dernières recommandations de l'UPST, là, lis-le, ils disent oui, il faut pas le donner, mais éventuellement, si vous avez expliqué au patient et qu'il est d'accord de prendre le risque d'une hémorragie, il faut lui donner. C'est moi, je trouve que c'est n'importe quoi. L'autre chose aussi qui fait le conflit, c'est l'histoire du cancer du côlon, parce que c'est remis en cause aux États-Unis par des études récentes, mais là c'est une recommandation récente. Eux, ils ciblent uniquement la population 50-59 ans. Avec un risque cardiovasculaire supérieur à 10%, on serait efficace sur la prévention cardiovasculaire et en même temps sur la prévention du côlon. Moi, j'ai pas d'expérience sur le cancer du côlon, puisqu'en France, on l'utilise pas, l'aspirine, dans cette indication. Mais ça revient régulièrement dans tous les papiers nord-américains. À chaque fois qu'on parle d'aspirine, on parle du cancer du côlon. Si je peux juste, pour la discussion de la personnalisation, parce que c'est très important, il y a des gens, enfin, les gens en général aujourd'hui aiment l'aspirine et n'aiment pas les statines. Pour faire simple. Est-ce qu'on va personnaliser en disant non, on ne prescrit pas la statine parce que la personne ne veut pas? Bon, après, s'il ne veut pas le prendre, c'est son choix. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mythologie un petit peu dans les médicaments aussi. Une question dans la salle. Question de chirurgien, donc excusez-moi, elle va peut-être vous paraître peu pertinente. Vous dites que s'il y a une plaque carotidienne dans les études, en mettant les anti-agrégants, on risque d'avoir une ischémie sous plaque et donc des complications thromboemboliques. Et après, vous dites qu'il y aurait peut-être une pertinence avec un score calcique élevé à donner de l'aspirine à ces patients. Or, par définition, ils auront des plaques. Vous avez parfaitement raison. C'était juste pour vous dire que l'aspirine n'est pas si anodin que ça. C'était ça mon propos. Je ne veux pas dire que l'aspirine crée plus de problèmes que de... Enfin, globalement, la balance ischémique, non ischémique, il y a quand même une prévention qui existe. Mais finalement, je pense que peut-être que l'aspirine n'est pas si efficace parce que parfois, peut-être, il peut participer à déstabiliser une plaque. Mais globalement, je suis d'accord avec vous que plus on a de l'athérome, plus on a un risque qui dépasse tellement que le risque hémorragique est outrepassé par l'aspirine uniquement. Pour garder l'intérêt de tous des débats suivants, je suis obligé de couper un peu la discussion. On va passer Merci beaucoup en tous les cas pour la qualité de vos interventions. On passe à ischémie critique, ballon ou ciseaux, à vous de choisir. Vas-y. Messieurs les organisateurs, messieurs les modérateurs, je suis très très heureux d'être là aujourd'hui pour toutes les raisons qu'on connaît ensemble, et en plus c'est un honneur d'être là et d'animer cette controverse avec le professeur Laurent Chiche. Donc je vais vous parler de l'ischémie critique, et moi je dilate tout dans l'ischémie critique au hasard.
L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, pour aller très vite, 1 million de patients en France, une augmentation constante de la prévalence, plus de 20% de 2000 à 2010, dû à des facteurs de risque cardiovasculaires de plus en plus importants et un vieillissement de la population. Alors l'ischémie critique, c'est un vrai défi thérapeutique parce que les patients sont fragiles, polyvasculaires, et souvent ils ont des atteintes artérielles distales, des artères de jambes avec une médiacalcose associée qui rend la thérapeutique difficile dans ces conditions. Alors comme le réchauffement climatique, on peut pas lutter contre le progrès, c'est clair. Donc l'angioplastie est incontournable, bien évidemment, dans l'ischémie critique. Et là, vous avez un patient très heureux, un médecin à côté aussi très très heureux, une équipe chirurgicale au complet, la chirurgienne bien entourée au milieu a pu aller déjeuner au restaurant à l'heure, et on comprend pourquoi. Vous voyez la petite ponction à droite, là, le patient a été traité de façon endovasculaire d'une ischémie critique et on lui a sauvé la jambe. Puis de l'autre côté, il y a un chirurgien là, qui pleure un peu. Il est bientôt minuit, là, il n'en peut plus. Le patient catastrophé, puis on se demande pourquoi. Franchement, on se demande pourquoi. Il y a un mini à bord. De temps en temps, ça se complique, La chirurgie ouverte, une infection de pontage, une voie d'abord qui a du mal à cicatriser, vous voyez, c'est pas simple. Ça se complique vraiment à un moment donné, Et malheureusement, la complication inéluctable à un moment donné aussi, voilà. Alors, pour être un peu plus sérieux, c'est quand on voit la littérature, et notamment les méta-analyses, une étude en 2015 sur 1247 patients qui analysait l'angioplastie par rapport à la chirurgie. Alors, il a été montré qu'il n'y a pas d'infériorité de l'angioplastie par rapport au pontage chirurgical, à condition que ce soit un pontage chirurgical en veine, saphène, en autogreffe, en termes du taux d'amputation, du taux de réintervention et de mortalité globale à 1, 3 et 5 ans. Par contre, la mortalité à 30 jours était supérieure pour la chirurgie. L'angioplastie, par contre, est simple, moins invasive et moins coûteuse pour une absence d'infériorité. Autre méta-analyse parue en 2017 concernant 1486 patients, moins de complications post-opératoires et l'hospitalisation plus courte avec l'angioplastie et des taux de perméabilité à 1 an supérieurs pour les pontages par contre. Si on regarde le taux de sauvetage de membres, ce taux est identique dans les deux bras, angioplastie versus chirurgie, parce qu'on a obtenu la cicatrisation du trouble trophique malgré l'occlusion éventuelle du geste endovasculaire. Autre méta-analyse plus récente dans le JVS paru en 2018, 8000 patients, mortalité à 30 jours, taux d'amputation 2 ans identique entre la revascularisation abdominale et les pontages veineux. Donc il n'y a pas d'infériorité de la technique de l'endovasculaire par rapport à la chirurgie dite ouverte. Et dernière méta-analyse, sur plus de 20 000 patients, on a une diminution de la mortalité à 30 jours, avec des événements moins importants sur le plan cardiovasculaire d'AVC, moins d'infections de site opératoire à 30 jours dans le bras de l'angioplastie par rapport à la chirurgie. Encore une fois, on a retrouvé une perméabilité primaire inférieure au pontage veineux autologue en sous-poplité, à condition que le patient soit en bon état général avec une espérance de vie longue, ce qui n'est absolument pas le cas, bien sûr, comme on le sait, dans nos patients polyvasculaires. Rapidement, la chirurgie ouverte, ça demande plusieurs jours d'hospitalisation. L'anesthésie doit être générale, les patients sont fragiles, le substitut est souvent manquant, le greffon veineux on ne l'a pas, loin de là. Les complications sont locales et générales sont fréquentes, ça nécessite souvent pour les patients un centre de rééducation par la suite, et on a une grosse difficulté de traiter plusieurs artères de jambes en même temps, et on sait que dans l'ischémie critique, il est capital de revasculariser plusieurs angiosomes et plusieurs artères de jambes en même temps. La chirurgie endovasculaire, mini-invasive, percutanée, en ambulatoire, on peut faire une chirurgie hybride, c'est-à-dire l'endovasculaire combiné avec de la chirurgie dite ouverte. Et s'il y a un échec de la procédure, on peut toujours réaliser une chirurgie dans les suites, ça ne coupe pas les ponts entre guillemets. Alors je dilate tout, c'est-à-dire que je dilate tous les patients, c'est-à-dire que plus les 95% des patients sont faits sous anesthésie locale avec la neurolepte. Les patients sont souvent ASA 3, ASA 4, grâce à l'endovasculaire, je n'ai plus contre-indication maintenant par nos confrères anesthésistes, on peut quasiment dilater tout le monde. La récupération est plus rapide en post-opératoire immédiat, c'est évident, et ça décide naturellement une adhésion du patient parce que ce n'est pas une anesthésie générale.
Les progrès techniques du matériel sont flagrants. Je peux dilater aussi toutes les artères, donc je dilate tous les patients à toutes les artères. Le taux de succès technique est important dans la revascularisation abdominale, très élevé. On peut faire des ponctions sous écho dans une salle hybride avec un traitement de plusieurs étages artériels, c'est ça qui est très intéressant, de l'étage ortho-iliaque jusqu'à l'arche plantaire. Toutes les lésions sont traitables, même les plus classifiées, même les plus étendues, même les plus distales. L'arche plantaire, ça nous fait plus peur. Les voies d'abord sont multiples et le matériel a largement évolué. Nous permettons donc dans les salles hybrides, c'est sûr qu'il faut un investissement pour traiter ce type de patient, pour qu'on y voit. Avec le matériel qui a évolué pour réaliser des accès antérogrades, que ce soit en intraluminal, malgré la médiacalcose sévère, avec des résultats qui sont étendus, qui sont très satisfaisants, notamment au niveau des artères de jambes, parce qu'on traite plusieurs artères de jambes en même temps. Grâce à l'endovasculaire, le pontage est beaucoup plus compliqué. On peut avoir des accès en subintimal possible. On peut avoir des accès dits rétrogrades, c'est-à-dire qu'en fait, on peut piquer l'artère au niveau de la jambe et remonter le long de l'axe fémoro-poplité, je vais faire court, pour pouvoir traiter les lésions dans le même temps opératoire. Vous voyez, on arrive à passer par l'artère de jambe, remonter au niveau de l'axe fémoro-poplité, et avec la fusion d'images qui est très important maintenant de nos jours, on arrive à peut-être faire démarrer la vidéo. Ça marche. On arrive à revasculariser, recanaliser des lésions qui sont très étendues. Conclusion, l'ischémie critique, je dilate tout. Oui, c'est-à-dire que je peux dilater quasiment tous les patients, je peux dilater toutes les artères, et donc, bien sûr, je dirais que c'est une évidence, l'endovasculaire est supérieur, en tout cas pour la plupart des patients, par rapport à la chirurgie. Alors avec tout ça, vous allez me dire, mais comment le professeur Chiche pourra être content encore, heureux, souriant, avec une présentation pareille? Alors j'ai une petite idée, moi, à mon avis, c'est que il confie tous ses mal dans l'ischémie critique au chef de clinique qui va les dilater. Je vous remercie de votre attention. Donc, on appelle le chef de clinique, du coup. Alors, tu crois pas si bien dire. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole là-dessus. J'aurais pu faire exactement ton topo, et donc finalement, puisqu'effectivement, on a beaucoup de patients qu'on va dilater. Alors, il n'y a pas vraiment de controverse. Merci d'avoir montré tes photos de vacances, avec toutes ces plaies, etc., qui cicatrisent jamais. C'est pas le cas dans les services qui continuent à faire de la chirurgie, fort heureusement. Et il faut développer une double compétence. Et il y a toujours une place pour la chirurgie ouverte. Et moi, je touche pas d'argent, puisque une paire de ciseaux, comme l'a dit Patrick, nous suffit. Il n'y a pas des stents, des Rotarex, des machins, etc. C'est pas du tout le même business. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Effectivement, il faut apporter un flux direct au pied, traiter tous les territoires avec le seul but de faire cicatriser les lésions, de sauver les jambes, beaucoup plus que la perméabilité à long terme. Et là, je te rejoins, il ne s'agit pas de perméabilité à long terme chez les patients en ischémie critique. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme option? Alors, soit vous avez une armoire de 250 tiroirs à peu près avec tout ce qu'il y a comme cathéter, de réentrée, pas de réentrée, etc., etc. Soit vous avez une paire de ciseaux, un jersey et un bout de veine pour faire un pontage. Les deux sont possibles et les deux font partie de l'arsenal thérapeutique obligatoire pour les chirurgiens vasculaires. Clairement, et je te rejoins là-dessus, les patients sont graves. Ce sont des patients qui ont besoin de cette revascularisation, mais qui sont à haut risque, et en particulier à haut risque coronaire. Donc il y a des tas d'algorithmes et tout ça. Ce qu'on voit bien, c'est que globalement, les patients qui sont les plus graves sont plus favorables, eux, et comme le chirurgien, à l'endovasculaire, ce qui me permet de rester dans mon bureau et en tant que chef de service, de voir les patients servir 5 ou 6 fois, ce qui est pas mal parce que ça augmente un peu le nombre d'opérations avant que le malade soit vraiment traité. Donc on opère avec des critères effectivement de lit pour savoir qui est-ce qu'il faut screener ou pas. Il est évident que le malade qui va faire l'infarctus le jour même, on essaye de pas l'opérer pour ne pas te donner raison. Mais globalement, ce qu'on voit dans les services, c'est qu'il y a de tout. C'est-à-dire quand on voit ça, c'est quelque chose avec une espèce de répartition mondiale. Il y a des gens qui font 0 pontage, comme toi, et il y a des gens qui font 0 endovasculaire, pas comme moi, parce que comme tu l'as dit, je confie. Et donc, il y a quand même de l'endovasculaire dans ma pratique. Donc, bien évidemment, beaucoup plus de gestes endovasculaires que de gestes de chirurgie. Mais globalement, le taux d'amputation reste le même quand on arrive à bien sélectionner les patients. Et ça, c'est primordial quand on s'intéresse à ça. Alors, la méta-analyse, il faut la lire jusqu'au bout, cher Jérôme, parce que j'ai la même que toi, sauf que moi, je l'ai lu jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'effectivement, l'endovasculaire ne fait pas mieux, mais elle fait moins bien. En fait, c'est pas mieux, c'est moins bien.
Parce que avec une bonne veine, le taux d'amputation à 1 an, c'est 11%. Avec la chirurgie ouverte, le taux de mortalité, c'est 18%. Le taux de perméabilité primaire, 64%. Et le taux de perméabilité secondaire avec la chirurgie, 83% à 1 an, 81% à 3 ans. Donc des résultats qui sont vraiment durables pour les mêmes taux de mortalité et de masse immédiats. Donc ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est effectivement pareil comme résultat en termes de morbidité, etc. Mais en termes de perméabilité, la chirurgie fait mieux. Donc quand il y a 5 ou 8 pages à un article, il faut les lire jusqu'à la fin. Et quand on lit les bons papiers, en particulier ceux qui viennent par exemple de chez Marie de Venermo, ceux qui ont l'habitude de faire de la chirurgie qui va jusqu'au niveau des malléoles, comme toi avec les recanalisations par voie rétrograde, eh bien on voit que les résultats sont juste excellents, 80% à 1 an, 68% de perméabilité à 5 ans, 62% à 10 ans. Et là où je te rejoins, c'est qu'effectivement en termes de survie, à 10 ans, il reste 15% des patients, c'est logique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme facteur pronostic? Il faut un bon lit d'aval dans les deux cas. Et il faut effectivement une greffe veineuse saphène parce que c'est ce qui fonctionne le mieux pour l'open. Moi, j'ai tendance maintenant à mettre un petit renfort externe comme ça sur la greffe veineuse. Je ne sais pas encore si ça fonctionne ou pas. C'est une petite étude qu'on fait dans le service. Comme quoi, on peut encore essayer de moderniser les choses dans ce truc-là. En tout cas, il y a des critères de décision. Quelle est la sévérité de l'ulcère en termes d'extension, en profondeur? Quel est le type d'infection? Le statut du patient? Est-ce que c'est un patient qui est ambulatoire ou qui est juste cloué au lit chez lui? Est-ce que il y a un lit d'aval correct, une greffe veineuse saphène? Quelle est la technique locale? Est-ce qu'on a l'habitude de faire de la chirurgie? Est-ce qu'on a l'habitude de faire de l'endovasculaire? L'expertise chirurgicale, et comme tu l'as dit, la mienne n'est pas endovasculaire, mais heureusement j'ai des collaborateurs qui font, je pense, ce qu'il faut pour faire avancer les choses, et tous ces critères doivent être pris en compte. Maintenant, quand on regarde dans la littérature, Basile, clairement, vieille étude, 2010, mais après 2 ans, eh bien, l'avantage va à la chirurgie ouverte. Et puis, finalement, il y a d'autres études, Basile 2, Basile 3 maintenant, pour dire finalement, est-ce que l'endo first est une bonne stratégie? Ça, c'est important. Est-ce qu'on va se couper les ponts quand on fait de l'endo first ou pas? Eh bien, on a l'impression, malheureusement, que dans la littérature, il n'y a pas d'évidence, de preuve formelle pour supporter l'endovasculaire à tout crin en première intention. Et ça, pourquoi? Parce que quand on regarde l'évolutivité de ces patients, eh bien, on voit que l'endo first en free shot, c'est-à-dire, bing, on fait un coup et on verra bien ce que ça donne, eh bien, ça donne de moins bons résultats des pontages lorsque l'angioplastie a été un échec. Et ça, c'est pas un papier, mais c'est plusieurs papiers qui disent ça. C'est-à-dire qu'on va éventuellement aggraver notre patient pour la suite lorsqu'on le fait de l'endo first à tout crin. Donc, il y a des algorithmes qui disent que globalement, je les passe, mais que si on a effectivement des lésions qui sont longues, si on a une greffe veineuse, si on a des patients qui sont opérables, il vaut mieux les opérer. Si on n'a pas de greffe veineuse ou si les patients sont pas opérables, il vaut mieux faire de l'endovasculaire. Et c'est là où on se rejoint globalement. Il faut savoir faire les deux techniques. Dans les méta-analyses comme celle-ci, clairement, on voit toujours que même quand on met de l'eluting stent, etc., on a des résultats encourageants, mais le pontage reste l'intervention principale de premier choix lorsque les patients sont opérables. Alors, il y a aussi les techniques hybrides, et moi, ça, j'aime bien. On fait une petite chirurgie et puis on va dilater au-dessus, on va dilater en dessous, pourquoi pas. Il y a aussi les angiosomes. Bon, globalement, le papier refuse pas l'encre et donc tout a été dit sur les angiosomes, il faut pas. Globalement, malgré toutes les méta-analyses qui ont été faites, ce qu'on voit, c'est que quand il y a une artère qui donne directement sur le pied, il faut la choisir. Et puis, il y a ceux qui font les pontages veineux sur les veines et on a l'impression que ça peut marcher, 75% de sauvetage de membres à 1 an. On verra ce que ça donne, je crois que c'est pas terrible. Voilà, moi je conclus dans les temps pour dire qu'il y a effectivement une vraie tendance à faire de l'endovasculaire. Je pense qu'il n'y a pas de débat, mais il y a très peu de preuves scientifiques et très peu d'essais randomisés. Donc quand j'ai des lésions longues, un patient à bon risque, une bonne veine saphène, éventuellement qu'il y a eu un échec des techniques endovasculaires, ce qui est une évidence, donc à ce moment-là je fais un traitement chirurgical. Quand il y a des petites lésions de 2 cm, des patients à haut risque, pas de veine, etc., je favorise l'endovasculaire. Et ça veut dire que dans les écoles de chirurgie, il faut pouvoir apprendre les deux techniques à nos élèves. Je vous remercie. Merci à vous deux, vous avez été excellents. Il y a déjà une question dans la salle, un peu devant, s'il vous plaît.
Il y a une méta-analyse et des papiers canadiens qui ont comparé les deux techniques pas spécifiquement d'ailleurs pour l'ischémie critique, mais ça c'est surtout des ischémies critiques chez les hommes et chez la femme, et qui ont montré que chez la femme, après chirurgie, il y avait un taux de complications qui était beaucoup plus élevé, un taux de mortalité et d'une longueur d'hospitalisation qui était plus élevé, et une efficacité moins importante que chez les hommes. C'était significatif, alors que c'était l'inverse avec le traitement endovasculaire, qu'on avait plus d'efficacité chez la femme que chez les hommes, malgré des plus petites artères, etc. Donc, est-ce que ça fait changer ta pratique, toi, le fait que tu t'adresses, que ta patiente est une femme ou est un homme? Hélène, je me méfie toujours des femmes. De répondre à ça, c'est vrai qu'en endovasculaire, quand on a quand même des résultats qui sont pas très très bons dans la revascularisation endoluminale chez la femme qui a des petites artères, ça c'est clair. Mais ça c'est une expérience personnelle. Après sur la, ouais d'accord, mais dans l'ischémie critique. Et après, elles sont moins accessibles, elles font moins de rééducation à cause de la dépression, on en a parlé, qui est souvent ajoutée chez les femmes âgées, etc. Et donc finalement, les résultats, pour la chirurgie, sont vraiment moins bons. Alors que moi, je pensais comme toi qu'avec des petites artères, on aurait de moins bons résultats. Mais en fait, la taille des artères, ça joue beaucoup plus sur le fait de stenter l'hyperplasie, etc., que pour le traitement des artères de jambes finalement. C'est ce groupe de patientes qu'on appelle les chieuses, en gros. C'est en train de déraper là, merci. J'ai une petite question avant. Est-ce que l'anesthésiste, vous n'êtes pas à choisir un petit peu entre les deux techniques, parce que vous l'avez évoqué, mais... En réalité, on choisit avant eux. On choisit avant eux parce qu'on voit bien les patients. Et ouais. Comme on a les deux techniques, pas dans mes mains, mais dans l'équipe, il y a les deux techniques, on choisit avant eux en réalité. D'accord. Quelle proportion de pontage que tu fais par rapport à une déviation? Je pense qu'actuellement, il y a plus de 70% d'angioplastie pour ce type de patient et une trentaine de pourcents de pontage, de moins en moins. La réalité, c'est ça. Alors, on en fait encore des pontages, hein, Laurent, pontage veineux, mais c'est vrai que quand on doit faire un pontage, c'est un pontage veineux et c'est pas autre chose, quoi. C'est pas un pontage prothétique, c'est pas une greffe veineuse, c'est un pontage veineux avec une autogreffe, ouais, c'est ça qui marche. Mais si on doit faire de la chirurgie, on fait la vraie chirurgie, la bonne, celle qui marche. C'est là où je suis d'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, prochain topic, c'est la dénervation rénale. C'est l'avenir ou bien le bénéfice est faible. Renal denervation, that's the future or no future for the procedure. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, I'll try to convince you in the next couple of minutes that renal denervation indeed has a bright future, as I believe. There's absolutely no question. When you adhere to lifestyle modification, when you lower your salt intake, when you abstain from sedentary lifestyle, you can lower your blood pressure. Absolutely no question. We have plenty of evidence indicating that this is the case. Antihypertensive agents are cheap, widely available, and they work. They lower blood pressure, they reduce morbidity and mortality. But that is the problem. If you look on very recent data published in The Lancet a couple of weeks ago, you can nicely see that the number of patients with uncontrolled blood pressure is still increasing around the world. Irrespective of where you look at, you can see that the proportion of patients with newly diagnosed hypertension, even the proportion of patients with no blood pressure which is uncontrolled, is still increasing. So there is a relevant problem. May it be patient adherence or may it be physician inertia that causes this problem, which is not only a problem of us, but also a socioeconomical problem, because we well know that increased blood pressure is a relevant contributor to healthcare costs. Well, blood pressure lowering agents lower blood pressure, but only if you take them. And this is the second problem. When you look into recent analysis, in depth analysis, looking into non-adherence rate to antihypertensive medication, you'll find this here.
So what is the problem? If you look into patients with uncontrolled hypertension and you do toxicological analysis to see whether the patients take the tablets that we prescribe, you will find that 20% of these patients, so almost every fifth patient, is not taking a single tablet that we prescribe. And up to 50%, up to every second patient, is not adhering to what we prescribe. So relevant numbers that contribute to the problem of uncontrolled hypertension. A potential solution is something that is not related on adherence. It's not related on salt intake, and it's not related on whether we adhere to lifestyle modification or not. It's not relevant whether a patient is taking tablets or not. It's lowering blood pressure, and this is renal denervation. So what it does is very simple. It reduces renal sympathetic activity. We have new catheters. We have revised treatment recommendations, techniques, and technologies. They are displayed here. On the left-hand side, radiofrequency. On the right-hand side, ultrasound. We performed new studies. We learned from past experience. We designed trials in patients who were not taking any antihypertensive medication, so-called off-med or solo studies. So mild to moderate hypertensive individuals not treated with any concomitant antihypertensive medication. Patients were washed out or drug naive. But we also looked into patients who were treated with medication, 1, 2, or 3, or even a triple fixed combination, and that is exactly what we recommended in the most current guidelines for hypertension treatment. We looked into the moderate to severe hypertensive patients. We used toxicological analysis to make sure that the patients are really adhering to what we are prescribing. And we even have evidence now for patients on a single pill, triple fixed combination. And all of these studies have one in common. They show that renal denervation works. It lowers blood pressure. Shown here, dark blue is the office blood pressure change in all these studies, independently designed, different patient populations. Light blue is the sham control. So significantly larger blood pressure falls observed in patients who received renal denervation. So it is working, efficacy confirmed. We have now data looking into patients with severe hypertension on a triple fixed combination, so-called resistant hypertensive individuals. Here is the hour-by-hour blood pressure. And what you can see is that renal denervation lowers this blood pressure hour by hour, irrespective of the medication intake. On the right-hand side, sham control. Curves are superimposed, indicating that indeed there is no relevant effect on blood pressure when you do a sham procedure. Then the question arises, is it relevant? Does that reduce blood pressure? A reduction of 10 millimeters of mercury, 15 millimeters of mercury in ambulatory blood pressure? And that's a clear yes. This is data from recent meta-analysis. And when you look into the numbers here, 5 or 10 millimeters of mercury, you reduce risk of stroke by almost 30%. You reduce heart failure risk by 30%. Yes, and you also reduced major cardiovascular disease, such as coronary artery disease and such as heart failure by 10 to 20%. So even modest reductions in blood pressure translate into significant improvements in outcome. Is it safe? Yes, all the trials, almost 800 patients treated in renal denervation studies compared with placebo, compared with sham treatment, indicated that this procedure is indeed safe, no increased risk observed in these patients. So where do I see this in the future? And that's why I believe it is bright. Lifestyle modification, again, no doubt works. Medication work, absolutely no question, but patients have to take them. And the third pillar of an effective antihypertensive treatment is devices, is renal denervation. We have the evidence. That's the future. Thank you very much for your attention. Thank you, Doctor. So, who believes in this magic procedure? Survey number 1. Who is using renal denervation for hypertensive patient today? Nobody. Who would like to use renal denervation for hypertensive patients?
3, 4, 5. Good, good. So I just have to say that I'm naive. I don't know renal denervation. But I prepare the talk because I know you are a specialist and I saw all the papers you indicated. So actually, that's true. In patients not taking drugs, we have a significant effect. It's a quite small effect, 5 millimeters of mercury in patient off treatment for the systolic blood pressure, and 4.4 millimeters of mercury for diastolic blood pressure. So starting from a high level of blood pressure, the reduction of 5 millimeters or 4 millimeters will not solve the problem. The patient will have to be treated anyway. More interesting is that when you look at the individual data, a significant proportion of patients after the renal denervation have actually an increase in systolic and diastolic blood pressure. So that's a big question. What are we doing with this procedure? I agree that it would be very useful to have a significant effect in all the patients at least, or no effect. But as you can see here, we have an increase in some patients for the systolic blood pressure or for the diastolic blood pressure. And that's the same, of course, as we can see in the sham-operated group. So, do we control exactly what we are doing with this procedure? What mean we have to check that we actually induce renal denervation? And that's a big question. Even the other trials did not answer to this question. So not all participants have blood pressure reduction after renal denervation, and we have no practical method to verify nerve destruction. There is a small difference in mean 24 hours systolic blood pressure, so that most patients in the treatment group would still need oral antihypertensive treatment. And this was a short study with a 3-month follow-up, relatively short, and we don't know exactly what are the long-term effects. And more interesting, as it was said before, some patients do not take the drug you indicated, but some of them, although it was an off-treatment study, still continue to take the drug in this study. And we found them, the drug in the urine. So it's very complicated to have a firm conclusion about this procedure. It was repeated later in patients on treatment, as it was said before, with a small difference, again, on the systolic and diastolic blood pressure. And more recently, in a larger study with more of 100 patients in each arm, you can see that you find again the small effect on systolic and diastolic blood pressure. So probably there is a global effect. In some patients, it seems to induce a small reduction in systolic and diastolic blood pressure, but remember that in some patients, there is also an increase in the systolic and diastolic blood pressure. I took the commentary made by these authors in the Lancet paper. So the effect is small, 3 months after the intervention, and for many, the result is disappointingly insufficient for widespread acceptance of renal denervation as therapy for hypertension. This effect is also unlikely to result in a meaningful reduction in medication burden for most hypertensive patients. And more importantly, it is impossible to know whether the intervention has resulted in full blockade of renal nerve function. And no offense, but the company that manufactures the medical devices used in this trial offered to fund the trial. So it seems to be unrealistic to think that renal denervation is a panacea for all affected patients with hypertension. The effect is hugely variable. And in healthy people, we don't know exactly, but probably renal nerve activity is low, and renal denervation may only be effective when there is an increased activity in renal nerves. And
this is not detectable today. So maybe we have to select a specific population of patients in whom it could be useful. There are many unsolved questions, as I said before. So let's go to the second survey. Now, who wants to use renal denervation for hypertensive patients? Still some. And I think it's an experimental research. It's important to know, but we don't have yet the answer. Thank you very much. Thank you very much. Any questions on the floor? What Felix thinks about what has been said by Eric? Well, you know, first, with medication, it's exactly the same. There is variability to any drug that we prescribe. And when you plot the same as we did here for placebo and ACE inhibitors, beta blockers, ARBs, calcium channel blocker, you see exactly the same. There are patients in the placebo group that go up. There are patients in the placebo group that go down. And there are even patients in the active group that go up with their blood pressure, which is called blood pressure variability. That is known in all antihypertensive drug trials that we've did in the past decades. Secondly, is it experimental? I don't think so. There are very, very few indications in the world that have been tested as rigorously as the studies that we have completed with renal denervation. Sham-controlled, invasive placebo-controlled, double-blind assessment. The interventionalist was the only unblinded person who took care of the patient and did not see the patient thereafter. We did everything that the patient was not aware whether he or she was treated with sham or with renal denervation, and we still see a significant effect in blood pressure. This has not been shown for PCI procedures, pulmonary vein isolation, for many other procedures that we are doing every day. So I think the evidence that is available so far is no longer an experimental catheter or an experimental approach. It is a valid treatment option for hypertensive patients. In selected individuals, I fully agree, not in everybody, it's not a cure for hypertension, but when we see patients who are likely non-adherent, patients with resistant hypertension, there it makes a lot of sense to think at least about an alternative approach. One question regarding patients who have sleep apnea, let's say with a high index or resistant hypertension, or patients with renal failure where the sympathetic drive is very high. In your database, do you have any data showing any trend of more benefit in that group compared to others? Very good questions. There are 2 sham-controlled studies ongoing now in exactly that patient population, EGFR below 60 mL per minute. This is ongoing. When you look across the data, you'll find that patients with CKD, but also patients with sleep apnea have a very high sympathetic activity, as you said, and they particularly benefited in these study groups from renal denervation. So an interesting subgroup, I guess. Thank you very much. Oui, Victor. You're talking about using this treatment when you have 3 pills and you still have hypertension. But I really think that maybe we have to propose this in patients where we could avoid a chronic treatment, as you mentioned, that so many patients don't take their pills. So maybe that would be the other way, even solution, even in low-income countries where treatment is not available to make a, sorry to say that, but a one-shot treatment, if possible. What do you think about that? It's a fascinating idea that you start very early, very early to avoid permanent treatment, to avoid development of hypertension. This is, of course, not being tested in clinical studies, but when you think about it, it would make a lot of sense, not with the current systems. It had to be simplified. Of course, costs would have to be reduced. But I still believe if we are able, and this is to your point, identifying potential predictors of this therapy, that we say, okay, this individual has a likelihood of 80-90% to see a significant reduction in blood pressure, that will be the way to go. Fully agree. Thank you. Thank you again, but we have to move. On va parler d'anticoagulants oral direct et de maladies veineuses thromboemboliques, forte dose, faible dose. Olivier, c'est toi qui commences?
Et Ruben, l'orateur a le droit d'enlever le masque ou pas? C'est royal, ça, c'est royal. T'es pas obligé de parler tout le temps. Alors, je vais essayer de vous convaincre que, oui, on peut utiliser des petites doses chez certains types de patients atteints de maladies veineuses thromboemboliques. Donc, oui, je vous dis oui, on va pouvoir utiliser ces petites doses. Moi, je prends en charge, je suis à la fois cardiologue et gériatre, donc je prends en charge beaucoup de patients âgés, fragiles. Et quand on regarde ces courbes, on voit bien que maladie veineuse thromboembolique, ça va toucher des patients âgés. Est-ce que vous connaissez l'espérance de vie à La Réunion pour les hommes? C'est quel âge? 77, non? Vous avez bien fait de venir, non? Donc 78 pour les hommes. En métropole, 79, 1 an d'écart. Espérance de vie chez les femmes à La Réunion, 83, 81. Vous avez bien fait de venir. 85, pratiquement 85. Et en métropole, 86. Donc il y a toujours un an d'écart. Donc on voit cette espérance de vie, elle augmente de façon très importante. Vous savez que le nombre de plus de 80 ans va tripler parce qu'après la guerre, 1945, tout le monde a fait beaucoup plus d'enfants, 3 fois plus d'enfants. Et donc ces gens vont arriver à 80 ans. Donc on va avoir encore plus de personnes âgées à prendre en charge. L'espérance de vie, elle augmente. On dit pratiquement qu'on gagne 1 mois de vie tous les 3 mois. Ce qui fait que si vous faites une règle de 3, à la fin de la journée, vous avez gagné 8 heures de vie. C'est génial, ça. Donc ce soir, si vous n'avez rien arrivé, vous avez gagné 8 heures de vie. Donc, alors la Covid n'a pas changé grand-chose. En France, en métropole, on a perdu 0,5 ans l'année dernière. Aux États-Unis, ils ont perdu beaucoup plus, puisqu'ils ont perdu 2 ans. Alors, ces patients fragiles, qu'est-ce qu'on va en faire? Quand ils ont des anticoagulants, ça c'est des données d'un registre qui est connu, qui est le registre IET. Quand ils ont 80 ans, eh bien, ils saignent beaucoup plus. Vous voyez, les saignements mortels x2. Les hémorragies majeures x2. Donc effectivement, ces patients très âgés, que nous disent les recommandations? Qu'est-ce qu'il faut leur donner comme dose? Alors, on va essentiellement parler de la partie, vous savez qu'il y a 3 phases de traitement pour la maladie veineuse thromboembolique. Je dirais 2 mots sur la phase aiguë et le traitement prolongé, mais c'est surtout le traitement de 1 mois à 3 ou 6 mois, où c'est là que pour l'apixaban, le rivaroxaban, on nous propose des doses à forte dose chez ces patients-là. Alors, est-ce que vraiment, chez ces patients très âgés, il faut donner des doses standards, alors que pour la fibrillation atriale, je vais donner des doses ajustées pour ces patients? Alors pourquoi je fais pas la même chose? Ils sont âgés, ils sont fragiles. S'ils ont de la FA, j'adapte la dose. Et si c'est de la maladie veineuse thromboembolique, j'adapte pas la dose. C'est les mêmes patients pourtant. Ils ont le même âge, ils sont fragiles pareil. Et donc vous voyez que ces patients, pour la fibrillation atriale, les recommandations de la Société européenne de cardiologie nous disent bien qu'on utilise des doses réduites si on a une fonction rénale entre 15 et 50. Et pour l'apixaban, 2,5 x 2, si on a 2 de ces 3 critères, âge 80 ans, un poids inférieur à 60 kg, une créatinine supérieure à 130, ou alors une clairance entre 15 à 30. Très clairement, on nous propose d'ajuster les doses. Alors, qu'est-ce que j'ai comme données? Pourquoi est-ce qu'on me dit de donner des plus fortes doses chez les gens atteints de maladie veineuse thromboembolique? On a 4 essais randomisés. Alors 4 essais randomisés, je regarde l'âge. Alors effectivement, c'est pas du tout les patients de la vraie vie, ça, 56, 57, 58 ans. Alors moi, je veux bien que chez ces patients, on n'adapte pas la dose, c'est normal, ils tombent pas fragiles. Donc là, il faut donner des doses standards. Vous voyez, le nombre de patients de plus de 75 ans, on est autour de 10% dans les essais. Mais c'est pas la vraie vie. La vraie vie, ils sont plus âgés, ils sont plus fragiles. Si je leur donne ces doses-là, ils risquent de saigner, on le voit bien dans les registres. Donc, au moins dans la FA, l'âge moyen, ils ont 72 ans, c'est des vrais patients fragiles. Et là, on a adapté les doses et ça me paraît beaucoup plus logique. Alors,
vous voyez que quand même dans les recommandations, il y a un petit astérix pour le rivaroxaban qui nous dit que quand même on peut aller sur ces doses plus faibles si les gens ont un haut risque d'hémorragie. Et donc cette recommandation, elle se fait, finalement il n'y a pas eu d'études cliniques, mais de la pharmacocinétique. Et donc là, ça me fait plaisir de montrer ces diapos devant Patrick, d'habitude c'est lui qui les montre, où on prend, alors c'est le modèle de pharmacocinétique pour le rivaroxaban, et vous voyez que chez ces patients-là qui sont âgés avec insuffisance rénale, la concentration de rivaroxaban augmente, et donc en fonction de l'état rénal, de la fonction rénale, vous voyez que là vous avez les courbes, si j'ai une fonction rénale qui est supérieure à 50, donc c'est la courbe là, et puis avec 20 mg par jour, la forte dose, et puis si j'ajuste 15 mg pour des gens qui sont en dessous de 50, je suis exactement parallèle. Et là, on est chez des patients qui ont une maladie veineuse thromboembolique. Donc pourquoi j'irais adapter je comprends pas très bien. Si je n'adapte pas, je vais augmenter le risque hémorragique. Et d'ailleurs, c'est ce que font les médecins. Quand je regarde ce qui est prescrit par les médecins, de nouveaux registres IET, vous voyez que ce soit en traitement initial ou à long terme, il y a plein de pourcents, 18% avec le rivaroxaban, 50% où ils n'ont pas mis la dose adaptée, ils ont mis une dose réduite parce qu'ils ont des patients fragiles. Et d'ailleurs, quand on regarde, c'est bien ces patients les plus fragiles, les plus vieux, avec un faible poids, avec des fonctions rénales, chez qui les docteurs ont mis des faibles doses. Alors, je vais passer, puisque je veux rester dans les temps. Pour conclure, vous voyez que très clairement, pour la phase chronique, chez ces patients à haut risque, il faut adapter les doses, comme on le fait dans la FA, et vous avez vu qu'avec le rivaroxaban, on a la possibilité, puisque c'est dans les recommandations des RCP, de mettre du rivaroxaban 15 mg. Je ne suis pas passé pour être resté dans les temps, mais vous savez que les recommandations pour le traitement là après les 6 mois, là c'est recommandé de mettre des petites doses, que ce soit pour le rivaroxaban ou pour l'apixaban. Et puis dernier point, c'est les doses à la phase aiguë, où là on nous demande de mettre des très très fortes doses de charge. Eh bien chez des patients 90 ans, on va pas mettre ces doses-là, et on va préférer l'ancienne stratégie, mettre plutôt de l'HBPM pendant la période de dose de charge, et ensuite, une fois qu'on avait au bout de 7 ou 21 jours en fonction de l'AOD qu'on va choisir, on repassera à un traitement par AOD. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alessandra. Alors, j'enlève mon masque, j'espère ne pas me contaminer avec ce qu'a mis Olivier. Donc, effectivement, ah oui, la forte dose, faible dose. Donc, moi, je suis définitivement contre la faible dose à la phase initiale du traitement de la maladie thromboembolique veineuse, phase du maintien. Et je vais vous dire pourquoi ça s'est mêlé en intérêt. Alors, bien sûr, personne n'enlève le fait que les AOD sont maintenant un des traitements de référence de l'MTEV. Et donc, nous sommes amenés de plus en plus à prescrire ces médicaments chez nos patients de n'importe quel âge. Comme l'a dit Olivier, dans les études FA, ces doses ont été diminuées dans certaines conditions, d'insuffisance rénale modérée, voire d'âge avancé, plus de 80 ans, faible poids, etc. Et c'est ce que lui fait avancer le fait qu'on pourrait faire la même chose dans la maladie thromboembolique veineuse, c'est-à-dire ajuster les doses chez les personnes qu'on voit un petit peu plus fragiles. Donc il y a trop d'arguments pour dire qu'il ne faut pas le faire. Première chose, c'est trop facile de dire que dans les études randomisées contrôlées, ça n'a pas été fait. Et donc, tant que ça n'a pas été fait, que ça n'a pas été prouvé efficace et sûr, ça me paraît évident qu'on applique ce qui a été fait dans les études randomisées sur la MTEV. Ça, c'est la même chose. Les malades avec une insuffisance rénale n'étaient pas inclus dans ce protocole. S'ils avaient une insuffisance rénale sévère, et d'ailleurs, on ne donne pas ce médicament pour l'instant dans cette classe de médicaments. Deuxième chose, contrairement à ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, parce que la mauvaise foi n'a pas de limite, c'est pas du tout vrai que c'est les mêmes patients. C'est pas vrai, c'est pas les mêmes patients. Les patients avec une fibrillation atriale sont plus âgés. Ils sont plus de comorbidité. Ils ont plus de comédication potentiellement augmentant le risque hémorragique. Et alors, pas seulement, on a vu jusqu'à maintenant les études, mais attention, il dit en vraie vie, c'est pas les mêmes. En vraie vie, c'est les mêmes. Moi, je vous dis, en vraie vie, c'est pas les mêmes. Si on regarde les registres, le registre de l'AFA et le registre de la maladie thromboembolique veineuse. Ça, c'est le registre Garfield. Et ça, c'est le registre Riété que pourtant il a cité. Les malades FA, 77 ans de moyenne, les autres, 61.
Les FA, insuffisance cardiaque, BPCO, diabète 40%. Ici, vous avez la moitié, voire un tiers de ces comorbidités. Ce sont des malades qui sont moins malades. L'insuffisance rénale, 19% de l'AIFA ont une clairance entre 30 et 60. Et en fait, ça fait que 6,7% d'ariété de patients qui ont une insuffisance rénale modérée. Ils sont tellement rares que quand on essaye de tester la faible dose chez les patients d'insuffisance rénale, et il y a des études, l'étude Verdict, qui essaye de le faire maintenant pour voir est-ce que c'est efficace et sûr, il y a des difficultés à recruter ces patients dans cette pathologie. Alors, en plus, les patients avec une FA ont beaucoup de cocktails. Là, j'ai mis les cocktails qu'on aura ce soir. Parce qu'ils ont beaucoup d'associations avec l'aspirine. Il y a 40% des patients avec FA qui ont une association à l'aspirine. Et donc, effectivement, le risque hémorragique, ça va augmenter encore plus. Dans Einstein, DVT et PI, il y avait que 14% des patients qui avaient une association avec l'aspirine et de faible durée. Deuxième chose, les FA, c'est un traitement au long cours. L'MTEV, malgré tout, c'est un traitement bref. La plupart des indications, vous avez 3 mois. Après, vous avez les patients avec une thrombose sans facteur déclenchant qui devraient faire long cours. Et ben, en vraie vie, ces patients, il y en a 55% seulement qui restent sous anticoagulants au long cours. Et dans RIET, la durée moyenne de tous les patients sous anticoagulants est 250 jours. Donc, en fait, c'est des brèves durées chez des patients qui sont plus sains. En plus, on regarde l'étude qui a montré Olivier, il dit les médecins le font déjà. Oui, les médecins, ils n'ont pas attendu le topo de ce soir pour faire n'importe quoi. Les médecins font toujours n'importe quoi. Donc, le traitement initial, ils ont décidé qu'ils faisaient des doses plus faibles parce que le patient, probablement, il est un peu plus fragile. 18% qui réduisent le rivaroxaban. Complètement hors toute AMM, bien sûr, du médicament, et hors toute étude randomisée contrôlée. 50% sous apixaban n'ont pas reçu la dose qu'ils devaient avoir. La dose de traitement initial et la dose de maintien, pareil. Ils font vraiment, c'est n'importe quoi. Alors, c'est très bien de dire, les médecins le font déjà. Est-ce qu'ils ont raison de le faire? Parce qu'il vous a pas montré tout l'article. C'est la mauvaise foi mythique. Alors, si vous ne faites pas ce qu'il faut, voilà, faible dose, vous avez un risque de récidive qui a augmenté x3. Donc ça, c'est la courbe de récidive des patients qui prennent le traitement à pleine dose. Et ça, c'est les courbes de récidive des patients qui prennent le traitement comme leur médecin leur a dit, c'est-à-dire n'importe comment. Soit qu'ils augmentent les doses, soit qu'ils diminuent les doses. Globalement, vous avez un risque de récidive si vous ne respectez pas les consignes, 10 fois plus important, sans bénéfice avec le risque hémorragique. C'est ça qu'il faut souligner. Il n'y a pas de bénéfice sur les hémorragies. Si on ne suit pas ce qu'il faut faire, on fait n'importe quoi. Donc, en conclusion, efficacité et sécurité est évaluée à forte dose et c'est ça qu'on a dans les RCT. La fibrillation et la MTEV, c'est pas la même maladie pour plein de raisons. Dans les études pratiques, la faible dose, malheureusement, donne un risque de récidive plus élevé et ne donne pas une protection vis-à-vis des hémorragies. Donc, absolument, l'utilisation des AOD à faible dose dans cette phase de la MTEV doit être proscrite. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Comme tu l'as vu, Olivier, les Italiens, se fortiori les Italiennes, on le sent chaud. Sans pitié, hein. Y a-t-il une question dans la salle? Et le temps que vous décidiez, j'ai beaucoup aimé votre approche. Je crois assez à la discussion séquentielle. Le fait de ne pas mettre de dose d'attaque d'AOD chez des patients très fragiles pendant les 7 à 21 premiers jours, de probablement rester full dose sans la preuve d'un effet pendant 3 mois et de donner les doses réduites, a fortiori chez les patients fragiles, à partir de 3 mois, peut-être pas attendre les 6 mois des études. Et vous pourriez commenter un peu cette approche qui semble rationnelle? Alors moi, j'ai joué le rôle de la controverse, mais c'est exactement ce que je fais. Hein. Ce que je dis, la première dose, la première phase chez un patient fragile, je vais pas mettre les très fortes doses parce que vraiment, on n'a pas du tout de recul chez des patients de 85 ans, 88 ans. Donc HBPM pendant cette première phase-là. La phase
jusqu'à 1 à 3, voire 6 mois, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Alexandra, hein, il faut donner la vraie dose, même pour les patients fragiles, mais on n'a que 3 mois, ce qui est complètement différent de la FA, où on part sur 6 ans, 8 ans, 10 ans de traitement. Donc là, pendant 3 mois, effectivement, je vais donner. Le seul cas où je peux repasser grâce aux données de pharmacocinétique, c'est le Rivaroxaban 15 si le patient saigne pendant ces 3 mois. Là, je repasserai à ce moment-là à 15, mais sinon je vais laisser la forte dose. Et puis après, à 3 ou 6 mois, et plus il est à risque, plus je me dirai c'est 3 mois, moins il est à risque, plus je me dirai c'est 6 mois. Et à ce moment-là, là, on a vraiment toutes les données qu'on n'a pas eu le temps de montrer, où là, c'est mi-dose pour le Rivaroxaban, pour l'apixaban. Petit commentaire, on avait voulu focaliser, on s'était pas mis d'accord sur ce qu'on disait, mais la seule chose, on a dit, on se focalise sur la période vraiment initiale de traitement et on va pas faire la discussion sur le long cours après les 3-6 mois de traitement. Donc, effectivement, ce qu'on vient de dire, ça se réfère à cette période. Vous réconciliez, super. Y a-t-il un autre commentaire dans la salle? Jean-Pierre? Moi, ce qui me perturbe avec le Rivaroxaban, c'est qu'on a 3 doses. 20 mg, 15 mg, 10 mg. De l'autre côté, avec l'apixaban, on a 2 x 5 ou 2 x 2,5. Et on place souvent au milieu le Xarelto 15 mg. Alors, c'est un peu vers le haut, c'est pas trop vers le bas. Je veux dire, l'indication en pratique quotidienne, elle est floue du 15 mg. Pour la FA, c'est différent, mais pour la maladie thromboembolique, Non, mais sur la maladie thromboembolique veineuse, sur les études, ils n'ont pas fait 15 mg une fois par jour, ils ont fait 20 mg. oui, mais le problème, c'est que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Donc, dans la vraie vie, après, comme je t'ai dit, effectivement, mais on fait autant n'importe quoi avec le Rivaroxaban qu'avec l'apixaban. L'apixaban, en fait, avec l'apixaban, la plupart des médecins font la dose cardiologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dose d'attaque. Déjà. Et après, au long cours, comme on a ces doses très petites, et ils diminuent. Mais voilà, l'effet, ça se ressent après. Mais je suis d'accord avec Jean-Pierre, c'est que c'est compliqué parce qu'en plus, le Rivaroxaban, au début, c'est 2 fois par jour. Et puis après, il faut repasser à 1 fois par jour. Donc effectivement, les gens sont un peu paumés. Et puis il y a plusieurs doses. Hein. On va faire 15 fois 2, puis ensuite 20 et ensuite 10. Donc c'est, pour des patients âgés qui peuvent avoir des troubles de la mémoire, c'est pas évident. Hein. Juste le 10, il n'y a pas d'indication en traitement curatif de l'MTV. On est d'accord. Merci beaucoup. Donc, le prochain thème, c'est metformine. Y a-t-il une justification à utiliser encore en première intention? Oui ou non? Metformine, is it still worth using it in first intention in our patients? Yes or no? Donc, Dr. Moadeb. Oui, bonjour, merci d'être là. Merci de me donner l'opportunité donc de m'exprimer par rapport à ce sujet. Alors, le professeur Novecourt m'a dit elle-même que j'avais la tâche la plus ardue entre nous deux, donc je pense que je pourrais être d'accord avec elle. C'est comme si je voudrais vous dire que ce monsieur a été le plus grand président des États-Unis durant les dernières années, ou alors que Greta Thunberg est une climato-sceptique. Je pense que ma tâche est aussi ardue. Mais haut les cœurs, on va y aller. Alors, première chose, c'est mon prof de français m'a toujours dit, Yovan, la réponse est toujours dans l'énoncé. On a dit metformine en première ligne. Alors, l'EASD nous dit que, évidemment, metformine, mais metformine pour qui? Alors, on a tendance à dire que pour le diabète de type 2, c'est un peu un fourre-tout. Donc, si c'est pas un type 1, c'est pas un secondaire, c'est pas un gestationnel, c'est pas un mitochondrial, c'est pas un MODY, ben, c'est forcément un type 2. Donc, c'est un peu un diagnostic d'exclusion. On commence par la metformine pour ce diagnostic d'exclusion, selon les guidelines de l'American Diabetes Association et de l'EASD. Et puis, les études sont venues soutenues ces guidelines, vous les connaissez. Donc, il y a les études MPAREG, il y a les études Canvas, je ne vais pas toutes les citer, qui ont l'étude LEADER, qui ont parlé de la liraglutide, des SGLT2 en deuxième ligne,
si on a on est à haut risque cardiovasculaire, et puis en dernier lieu les sulfonylurées. Mais le souci, c'est que le patient que vous voyez ici, il est autant considéré comme un type 2 que la jeune patient avec un BMI normal qui a 23 ans avec des antécédents positifs. Donc elle est logée à la même enseigne. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors très intéressant, ça c'était une étude suédoise, une partie d'une étude suédoise qui a démontré en fait qu'on a tendance à voir les choses un peu à l'envers. On essaye si on a 3 sachets de bonbons, on met en fait on classifie les gens en fonction de leur taux de glycaté. Donc vous voyez qu'il y a une hétérogénéité au niveau des sachets de bonbons. On met tout le monde ensemble. Ce qu'il faudrait faire, c'est mettre tout le monde ensemble et puis voir en fonction des données anthropométriques, en fonction de la résistance à l'insuline, en fonction des données biologiques, de se dire mais qu'est-ce qui se dégage comme homogénéité et de trouver en fait des clusters différents où on pourrait mieux classifier en fait les diabétiques de type 2. Un papier très intéressant publié dans le Lancet en 2018 qui a en fait démontré que d'après justement ces données anthropométriques, biologiques, etc., on a pu trouver en fait 5 sous-types au niveau du diabète de type 2. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous voyez en fait dans ces 5 sous-types, vous avez des patients type 2 avec des anticorps positifs, des patients qui sont surtout insulinodéficients dans le groupe 2, des patients qui sont surtout insulinorésistants dans le type 3 et des patients qui ont un taux d'obésité très élevé. Et dans le dernier groupe, c'est un diabète de type 2 qui est essentiellement lié à l'âge. Et quand vous classifiez en fait ces 5 groupes, on voit qu'en fait vous voyez que le groupe qui bénéficie le plus de la metformine, c'est en fait le type 2, où les patients sont essentiellement insulinodéficients. Alors que vous voyez que les patients ici, qui sont essentiellement insulinorésistants, en fait, ils pourraient bénéficier d'autres molécules comme les inhibiteurs du SGLT2 à un stade initial précoce dès qu'on retrouve un taux d'albuminurie chez ces patients-là pour pouvoir les traiter de manière très précoce. Donc, la classification pose un problème. Si on n'arrive pas à faire une bonne classification, alors à ce moment, ce sera metformine pour tout le monde. Alors, donc, c'est ce qu'on disait dans ce que je voulais, c'est la première partie de ce que je voulais vous dire. Donc, on est d'accord, le professeur Novecourt nous dira aussi que la metformine, son mode d'action préférentiel sera probable, elle le dira sans doute, c'est la néoglucogénèse, et c'est là que fonctionne essentiellement la metformine. On voit dans cette étude qu'elle diminue de 37% la néoglucogénèse, et on s'en rend bien compte, mais le souci, c'est celui-ci. C'est que les études de Monnier nous ont démontré que si on divise en fait les codes par les proportions de la glycémie à jeun et la glycémie postprandiale dans le stade initial du diabète, on voit que au départ, nous avons un taux plus important de l'hyperglycémie postprandiale qui contribue à la glycaté. Et inversement, quand on traite les patients quand ils sont à 10%, donc on a besoin d'attaquer, si vous voulez, un peu plus les patients au niveau de la glycémie à jeun que si le patient est arrivé vers 7%. C'est-à-dire que c'est un non-sens si on part d'un point de vue physiopathologique de s'attaquer à la glycémie à jeun au départ, alors que ce qui est le plus important, c'est l'hyperglycémie postprandiale. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose sur laquelle qui mérite réflexion en tout cas. Les effets secondaires, vous les connaissez. Il y a des études qui ont démontré en fait que dans certains cas, vous avez 3 fois plus d'inconvénients digestifs. C'est un papier qui est vieux de 83, donc dans Diabetes Care, donc qui a un impact facteur très important. Donc 3 fois plus d'incidence en termes de diarrhée, donc qui est pas négligeable. Et puis aussi, on voit que chez les patients qui ont des taux de metformine à plus de 1 gramme par jour et qui sont traités pendant plus de 4 ans, il y a un déficit marqué de déficit en vitamine B12, et on voit même dans certains cas des patients qui ont des symptômes de polyneuropathie. Voilà, je termine juste à temps. Merci. Merci beaucoup, Dr Mahadeb. C'est presque trop facile, hein. 2 endocrinologues qui défendent la metformine.
On voit bien, vous avez bien essayé, mais c'était quand même difficile. Hein. Bon, moi, j'ai 2 conflits d'intérêts. Je suis diabétologue, donc j'aime la metformine. Et puis, je suis française. Et ça, c'est un problème aussi, parce que la metformine, c'est français. Ça a été découvert par notre collègue Jean Stern en 57, biochimiste. Et puis, en plus, c'est naturel, c'est dérivé des plantes. Donc, c'est quand même la molécule idéale. Et puis maintenant, même nos collègues avec l'acidose lactique, ils ont moins peur de l'utiliser. Les seuils d'utilisation pour l'insuffisance rénale, ça diminue. Donc franchement, j'ai pas grand-chose à dire. La metformine, merci, vous m'avez déjà défloré mes arguments. C'est le seul traitement d'insulinorésistance. Malgré les quelques diarrhées, nausées, vomissements, ça fait 50 ans qu'on l'utilise, beaucoup plus longtemps que les Américains. On sait bien l'utiliser, on sait bien la mettre, et nos patients, c'est bien toléré quand on la prescrit bien. Et ça marche aussi chez les sujets âgés. C'est une bonne façon de contrôler le diabète sans hypoglycémie. Et puis, ça coûte pas trop cher. 4 € par mois, les nouvelles molécules, c'est 50, 70 € par mois. Vous voyez sur une vie nos diabétiques qui sont diabétiques pour 50 ans. Type 2, parce qu'on les diagnostique de plus en plus jeunes maintenant. Donc, voilà, pour la société, ça a un coût. Et puis, qui a dit que la metformine, ça marchait pas dans la maladie cardiovasculaire? Si, ça marche. On a notre étude préférée, l'UKPDS. Alors, ok, c'est pas randomisé, c'est pas en double aveugle, c'est 300 patients. Bon, si on tire la mauvaise foi jusqu'au bout, mais ça marche quand même chez les sujets obèses. Et on voit bien que chez les sujets obèses, on a quand même un effet intéressant chez ces patients. Et ça dure longtemps, jusqu'à plus de 20 ans. Et nos diabétiques, je le répète, ils sont diabétiques pour de nombreuses années. Bon, après, il n'y a pas que l'UKPDS qui l'a montré, mais pareil, le niveau de preuve est pas très bon, et c'est peut-être bien ça le problème. Il nous faut un bon essai randomisé en double aveugle, mais qui va le faire avec une molécule qui coûte 4 € par mois, qui est génériquée, qui est utilisée dans tous les pays du monde? Qui a intérêt à faire cette étude? Alors, les diabétologues sont un peu fous, et cette étude mondiale, elle est en cours. Bon, est-ce qu'on aura les résultats qu'on escompte? Je ne pense pas. Même si je suis diabétologue. Bon, après, on a tous les détracteurs de la metformine. Moi, je pensais que vous alliez montrer ces méta-analyses qui montrent que la metformine, finalement, ça fait les patients donc de ces essais cardiovasculaires avec les nouvelles molécules, les inhibiteurs des SGLT2, les analogues du GLP1. Et bien, finalement, c'est quand on reprend tous les patients qui n'ont pas la metformine par rapport à ceux qui ont la metformine. Alors, je vous rappelle quand même que ces études, elles sont pas faites pour ça, que 70 à 80% des patients prennent de la metformine. Donc, ceux qui la prennent pas, c'est quand même pas beaucoup. Et s'ils la prennent pas, alors que c'est recommandé dans tous les pays du monde en première intention, c'est peut-être qu'il y a une cause. En tout cas, les méta-analyses sont faites et effectivement, bon, alors pour certaines, ça fait rien. Pour d'autres, ne pas avoir de metformine, ce serait même mieux parce que les patients qui ont de la metformine, ça fait moins bien sur risque cardiovasculaire. Enfin bref, c'est le flou total, personne ne sait rien. Effectivement, j'ai aimé la citation tout à l'heure, ça absorbe l'encre, mais bon, c'est ça. Ça fait beaucoup discuter entre cardiologues et diabétologues, mais ça nous donne des sujets de discussion supplémentaires pour nous rapprocher encore un peu plus. Donc, en tout cas, toutes les recommandations internationales des diabétologues continuent à mettre la metformine en première intention, mais aussi les cardiologues, finalement, qui se sont ralliés à notre cause. Peut-être qu'à force de les avoir travaillés, ça finit par porter ses fruits. Et vous voyez aussi que les néphrologues continuent à mettre la metformine en première intention si la fonction rénale le permet. Et bien sûr, il faut y ajouter assez rapidement un inhibiteur des SGLT2. Donc on parle quand même depuis le début de ce congrès d'une vision intégrée de notre patiente et de nos patientèles, voilà. Et si on veut finalement la prescription de ces inhibiteurs des SGLT2 ou analogues du GLP1, c'est plus vraiment pour la glycémie uniquement, mais c'est aussi pour les effets bénéfiques sur le cardiovasculaire. 60% de nos patients décèdent de maladies cardiovasculaires, je suis d'accord, mais les 40% qui restent, ils meurent d'autre chose, donc il faut les soigner aussi. Or, la metformine, elle a montré qu'il y avait un impact positif aussi, notamment au niveau du cancer. Et on a de plus en plus d'études qui montrent que finalement, au niveau du cancer, le fait d'être sous metformine serait peut-être bénéfique et avec une meilleure survie. On a des collègues qui sont spécialistes du microbiote et qui aiment beaucoup ça. Et a priori, le microbiote aime aussi la metformine, même s'il y a des troubles digestifs associés, mais il faut voir que c'est bon pour votre microbiote. Et puis le foie, oui, il aime la metformine aussi. Alors une étude peut-être un peu plus critiquable, c'est l'étude sur la drosophile qui montre que ça augmente la survie de la drosophile. Est-ce qu'on est des mouches? Peut-être pas. Après, d'autres espèces, on peut essayer.
Et puis, j'avais quand même envie de vous montrer cette étude, puisque dans une vie antérieure, j'ai fait de la science fondamentale, et un de mes sujets de recherche, c'était d'étudier la glycation des protéines, et notamment la glycation des HDL. Et donc, dans les tubes, j'ai pu mesurer l'impact de la metformine en prévention sur la glycation des protéines, et ça marche très bien. Donc oui, ça aussi, finalement, c'est un argument qui m'a convaincue, puisque les effets négatifs de l'hyperglycémie au long cours, c'est bien la glycation, que ça peut marcher aussi à ce niveau-là. Donc pour conclure, oui, bien sûr, la metformine toujours en première intention, en particulier chez les patients qui sont non compliqués. Par contre, en prévention secondaire, oui, la metformine, mais sans reculer les inhibiteurs des SGLT2 et les analogues du GLP1. Et il y a beaucoup d'études qui sortent sur bithérapie d'emblée. Et effectivement, c'est peut-être la solution. Et le dernier point, c'est que la metformine, ça marche aussi bien chez les hommes que chez les femmes, puisque maintenant, on est sur la médecine du genre et c'est très important de tenir compte de ce point-là. J'ai pas eu la réponse à la question du docteur Kovacic, professeur, excusez-moi, j'aurais bien aimé avoir la réponse. Et je suis quand même déçue à l'époque MeToo d'entendre encore des réflexions sexistes. Effectivement, les femmes vont pas chez le cardiologue quand elles ont des douleurs dans la poitrine, elles sont hystériques. Quand elles répondent pas bien au traitement, c'est qu'elles le font exprès. Et effectivement, avec des remarques comme ça, on n'est pas étonné que les femmes veulent pas aller voir les médecins. Ça vient froid. Hein. Question dans la salle? C'est essentiellement des hommes quand même, c'est vrai que... Question dans la salle, Dr. Rick. Merci beaucoup pour les exposés. Alors, je suis néphrologue. J'aime la metformine, mais c'est très difficile d'en prescrire à mes patients. Est-ce que vous pensez que les protocoles sont trop prudents par rapport aux patients de CKD stage 4? Merci. Alors pour le stade 4, effectivement, on peut plus prescrire la metformine. Après, il y a des études en cours sur l'insuffisance rénale en dessous de 30. Et en tout cas, les arguments qu'on peut donner, c'est que quand on a un patient qui fait une acidose lactique, le fait de la faire avec de la metformine, il meurt moins que le fait de faire une acidose lactique sans metformine, puisque souvent la cause de l'acidose lactique, elle est multifactorielle. Elle dépend pas que de la metformine. Et puis l'autre chose, effectivement, j'ai aussi fait des études sur la cinétique de la metformine quand j'étais à l'Hôtel-Dieu avec les chimistes et les pharmaciens localement, et c'est vrai qu'au niveau de l'insuffisance rénale, on voit quand même bien que quand on fait des dosages de metformine chez l'insuffisant rénal et encore plus chez le sujet âgé, c'est ça qui est intéressant, il y a tendance à avoir une épuration qui est plus lente, donc effectivement elle s'accumule plus, donc peut-être que ce sera possible en dessous de 30, mais avec une précaution c'est le sujet âgé, et en tout cas petite dose. Et il y a une autre propriété de la metformine qui est en cours d'investigation, c'est comme ça aurait un effet protecteur sur l'anévrisme de l'aorte, puisqu'on sait qu'il y a très peu d'anévrisme de l'aorte chez le diabétique. C'est peut-être parce que les parois sont calcifiées, mais c'est comme ils sont tous à la metformine, donc ça a donné l'idée de faire cette étude, elle est en cours, et peut-être ça a un effet protecteur. La deuxième chose, pour notre ami Chiche, je lui propose de visiter le bus du cœur, qui se promène en France, qui s'appelle Agir pour le cœur des femmes. Et c'est vrai qu'en pathologie vasculaire, on sous-estime toutes les atteintes cardiovasculaires des femmes. Il faut qu'elles soient bilantées à partir du début de la ménopause ou de la préménopause, avant pour la maladie de thromboembolie veineuse. Et on a des chiffres effarants. Les ruptures d'anévrisme de l'aorte, il y a une femme sur 5 qui a un anévrisme de l'aorte et pas une femme sur 13, comme on l'avait dit au début. L'anévrisme de l'aorte chez la femme, c'est catastrophique. Ça grossit rapidement, ça se fissure, et si on les opère ou on met une endoprothèse, le risque est beaucoup plus important que chez l'homme. Enfin, bien sûr, au niveau de l'infarctus, etc., c'est pas du tout les mêmes signes. Là encore, c'est sous-estimé. Donc aujourd'hui, les gynécologues commencent à découvrir la pathologie cardiovasculaire qui vient d'être en position numéro 1 comme cause de décès chez les femmes devant le cancer. Voilà. Des questions dans la salle? Il disait, je suis contre les femmes, tout contre. Pas trop contre. On n'en doute pas. Non, merci beaucoup. Merci tout le monde.
Donc, on est arrivé à la fin de cette session, controverse en pathologie cardiovasculaire. Merci à tous les participants.